Bonjour à tous. Je me présente aussi rapidement, Amandine Miclard. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans les achats à la base. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de te reprendre, Cédric, tout à l'heure. Parce que je tiens à préciser, les achats, ce n'est pas que du cost killing. Ça peut être de la réduction de coûts, mais il faut arrêter avec cette image. Je suis chez Haute-Savoie Habitat depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Pour nos amis québécois, je me suis permise de resituer un petit peu où était la Haute-Savoie, donc à la frontière suisse, entre lac et montagne. Alors lac, comme on m'a fait remarquer, c'est flaque d'eau hein, pour nos amis québécois, mais on a quand même du lac. Haute-Savoie Habitat, c'est un bailleur social, le premier bailleur social de Haute-Savoie, donc HLM hein, pour parler vulgairement. On a plus de 20 000 logements sur tout le département. On propose des biens immobiliers aussi bien à la location qu'à la vente avec l'accession sociale. On a été créé en 1929, donc j'y étais pas encore, hein, clairement. C'est un établissement public à caractère industriel, donc un EPIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise privée, mais qui dépend quand même de certaines subventions de l'État, ce qui nécessite qu'on dépend de la commande publique. Donc au niveau des achats, on ne peut pas avoir une approche commerciale comme dans le privé. Je suis là pour vous présenter l'étude de l'analyse de la valeur que l'on a faite l'an dernier avec Cédric et Lucie. Peut-être un peu pour reprendre un peu de hauteur, expliquer le contexte de cette approche. Donc en fait, l'idée a émergé à la croisée de chemin entre deux mouvances qu'il y a au sein de Haute-Savoie Habitat. La première, qui était une nouvelle dynamique, a été initiée fin 2017 pour répondre à une loi qui visait à réduire le budget qu'on pouvait avoir. Donc on avait un besoin d'équilibre entre la rentabilité financière de notre structure, tout en répondant à la mission sociale pour laquelle on travaille, d'avoir aussi une adéquation entre les besoins réels et le coût global. Et donc, dans le coût global, on comprenait aussi la satisfaction de nos locataires et le besoin social. Et puis, la mise en œuvre de frugalité, donc faire plus avec moins. C'était fin 2017. On n'avait pas encore l'idée de l'analyse de la valeur, mais on voit que dans les principes et dans les réflexions, on s'en approchait. Et puis, début 2020, l'entreprise s'est aussi engagée vers un cheminement d'entreprise responsable avec ce qu'on avait initié par une approche de petits pas. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des grandes ambitions et puis d'avoir un monde qui nous semble inatteignable, on préférait avoir des petits projets qui nous permettent de réduire notre empreinte carbone au fur et à mesure. Et parmi ces petits pas, une des idées, c'était de recycler les petits matériels que nos ouvriers de régie peuvent enlever dans les logements. Une canne de volet roulant qui est un peu grippée, un interrupteur qu'on va changer, une poignée de porte qu'on va enlever pour essayer d'harmoniser les différentes portes. Tout ça, c'est de la matière qui peut encore être utilisée, qu'il est dommage de se séparer et pour autant, ce n'est pas forcément évident à la réutiliser. Et donc, c'est pour ça que ce projet initial, donc c'était un petit pas, et on l'avait appelé Outil Truck, parce que l'idée de départ, donc on avait déjà imaginé une solution, et on est revenu dessus, mais l'idée de départ, c'était d'avoir un peu comme le camion du boulanger dans les villages à l'époque, qui permettait du coup de redistribuer ces petits équipements pour leur offrir une seconde vie. Et il s'avère que si on raccroche avec notre nouvelle dynamique de frugalité, de rentabilité, etc., on s'est dit ça serait bien de se lancer sur l'analyse de la valeur. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Cédric, Lucie, et qui nous ont formés à l'analyse de la valeur sur ce projet-là. On a fait une formation action. L'objectif, on l'a remodifié parce qu'on ne pouvait plus parler d'outil truck puisque, encore une fois, le camion était une solution et qui plus est, pas très environnementale. Donc l'objectif, c'était vraiment de créer un service, pour, permettre de donner une seconde vie à des équipements, donc des logements. Donc, comme je vous disais, les poignées de porte, les cannes de volets roulants, etc. Afin de concrétiser notre engagement responsable et puis de participer à la maîtrise budgétaire. Donc,
pour nous, même si ce n'était pas la vocation première que de réduire nos coûts sur cette partie-là, mais aussi pour les locataires. Donc, leur permettre de bénéficier de ce service, d'avoir des nouveaux équipements à une contrepartie minime, voire quasi inexistante. Donc, ça permettait donc de réduire notre empreinte carbone parce qu'on ne jetait plus, d'économiser des ressources parce qu'on n'avait plus besoin d'acheter, de réduire le gaspillage puisqu'on essayait de réparer sur la durée de vie, d'encourager l'économie circulaire puisqu'on faisait du réemploi, et puis de renforcer la solidarité envers les locataires et entre les locataires, puisqu'il y avait une notion de partage et de services associés qui pouvaient être créés avec des échanges de services, un locataire bricoleur qui récupérait et qui allait aider un autre locataire. Donc tout ça, voilà, ça permettait d'augmenter le pouvoir d'achat, consommer moins et puis d'avoir un service de recyclage, produire mieux. Donc la boucle était bouclée, si je peux me permettre. On a suivi les recommandations des études de l'analyse de la valeur en constituant une équipe pluridisciplinaire. Donc, on était 9 personnes, donc à temps plein sur toute cette formation action. On a interrogé également un employé technique de régie, donc le premier à récupérer ces matériaux, et puis un groupe d'une dizaine de locataires. On a interrogé pour savoir quel aurait pu être leur intérêt et voir ce qu'il en avait. Et puis, encore une fois, petit clin d'œil à Lucie, qui nous a beaucoup accompagnés dans cette démarche. Donc, la première phase, je ne vais pas vous représenter les 7 étapes, mais en tout cas, la première phase, c'était effectivement la récolte du besoin. Et donc là, on a rencontré aussi bien nos locataires que des ressourceries, que les ouvriers de régie, que la fédération des OPH pour faire un peu de benchmark. Peut-être qu'il y avait d'autres bailleurs sociaux qui avaient ce genre de besoins. Et puis, on s'est aussi intéressé aux normes et règlements, puisque ça pouvait avoir un impact. Encore une fois, étant EPIC, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En synthèse, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était un projet qui était plutôt novateur, puisque aucun autre OPH ne le faisait, qui avait un intérêt certain pour les locataires d'avoir accès à ce genre de service, à condition que ce soit un service gratuit. Ils ne voulaient pas payer quelque chose en plus. Et de toute façon, notre statut social ne nous permettait pas de rendre ce service payant, parce qu'après, ce n'était pas possible par rapport à notre mission globale. Donc, une fois qu'on avait eu cette synthèse, on a fait les différentes méthodologies pour rechercher les besoins. Donc, on a plus d'une centaine de besoins qui ont été identifiés. Donc, on a regardé d'un point de vue des différentes parties prenantes, les recherches intuitives, les recherches par phase, etc. On a tout déployé pour essayer d'avoir une image vraiment le plus exhaustive possible sur les besoins nécessaires à couvrir. Et puis, une fois qu'on avait ces besoins, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les trier parce que quand on en a 100, ça fait un peu beaucoup sur la table et comment on les organise, comment on voit. Donc, on retombe sur le diagramme de FAST qu'a présenté Lucie tout à l'heure, où en fin de compte, tous ces besoins, on les a mis en 4 grandes catégories, 4 fonctions principales, qui étaient, la première, c'est déjà, il faut collecter l'équipement qui peut être réutilisé, parce que si on n'a pas d'équipement, on ne lui donne pas de seconde vie. Donc, ça veut dire le collecter, ça veut dire le déposer de l'endroit où il est, d'éventuellement faire des tris, de la vérification, le déplacer. Et puis ensuite, il faut le remettre en état. S'il est un peu sale, il faut peut-être le nettoyer, peut-être le réparer, etc. Ça nécessite aussi de faire potentiellement un inventaire, peut-être de proposer... non, pardon, j'ai sauté une ligne. On est sur la 3e catégorie sur réutiliser les équipements. Donc, on a nos équipements. Comment on les réutilise? Il faut déjà se le procurer, donc que les locataires puissent y avoir accès, les locataires ou les autres ouvriers de régie pour les mettre dans un autre logement dans lequel ils interviendraient. Faire un inventaire, pouvoir peut-être faire des réservations, distribuer, faire de paiement, etc. Et puis gérer le service, comment on gère la communication, comment on informe de ce service, comment on forme aussi nos ouvriers à récupérer et à réutiliser ces équipements, potentiellement avoir des statistiques, de la gestion de stock, etc. Donc ça, en tirant ce fil, cette idée qui paraissait toute simple à la base, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'interdépendances, beaucoup de choses qui vont tourner autour et auxquelles il faut être vigilant. Donc, on a nos 4 familles et puis chaque famille, on va là aussi organiser en sous-fonctions pour comprendre et toujours répondre donc, aux questions initiales qui avaient été soulevées. C'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc, on a fait donc chacune de ces 100 fonctions ont à chaque fois été
dessinés dans cet arbre. Et l'idée, c'était aussi de savoir comment on les hiérarchise. Parce que là, on a eu profusion d'idées, on a parlé de gestion de stock, on a parlé de réparation et on s'éloigne un petit peu de notre besoin initial. Est-ce que la réparation, c'est vraiment ce dont on a le plus besoin ou est-ce que c'est un plus? Et pour ça, en fait, on a mis en œuvre, donc on parlait, il y avait des questions sur les outils tout à l'heure. Deux des outils, c'est d'identifier pour chacun des besoins, donc les besoins les plus à droite, ceux qui se rapprochent le plus des solutions finales. Quelle est la priorité? Donc pour ça, on utilise l'outil MUSCO, donc Must, Should, Could et Would. Donc est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça serait nécessaire? Est-ce que ça serait un plus? Et puis donc pour identifier la priorité et pour identifier les attentes des utilisateurs. Donc là, on utilise le canot. Donc là aussi, c'est 3 rangs différents. Est-ce que c'est obligatoire? Si on n'a pas cette fonction-là qui est remplie, juste notre service n'existe pas. Est-ce que c'est indifférent? Pour l'utilisateur, il ne va pas s'en rendre compte. En revanche, pour nous, d'un point de vue peut-être logistique, ça va être nécessaire. Ou est-ce que c'est juste attrayant? Ça serait un plus, un nice to have, mais il n'y a pas d'obligation. Si on n'en a pas, le service tient quand même et nos utilisateurs seraient quand même intéressés par notre produit. Donc, je vais un petit peu vite, mais en gros, pour vous expliquer comment ça s'est fonctionné. Donc là, on l'a fait sur la première catégorie et puis après, on les a fait sur toutes les autres catégories. Et j'ai oublié, en fait, de faire ces priorités et ces attentes utilisateurs, ça nous permet de faire une pondération de nos besoins. Ce qui nous sera utile après pour évaluer les solutions. Cette solution, elle est très intéressante, mais est-ce qu'elle couvre vraiment un besoin qui est prioritaire ou pas? Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et donc, comme je vous le disais, on l'a fait sur chacune des grandes catégories. Je vais vite parce que l'idée, c'est de comprendre le concept et pas d'avoir le projet en détail. Suite à ça, donc avec tous ces diagrammes, on s'est dit maintenant quelles sont les solutions qu'on va mettre en place pour couvrir ces besoins. Donc il y a eu une phase d'idéation, de créativité. On est ressorti avec 82 idées, dont 11 ont été reportées à plus tard en se disant pour le moment c'est pas la priorité, ça pourrait être intéressant à creuser, mais après une fois que le service sera déjà en état de fonctionnement. Et puis il y en a 14 qui ont complètement été rejetées. Typiquement l'idée dont le nom que portait qui donnait le nom au projet initialement, le camion, ça ne correspondait pas du tout à nos valeurs en termes d'empreinte carbone et d'impact environnemental. Donc ça faisait partie des idées des solutions qui ont tout de suite été rejetées. Et ensuite, ces idées, on les a regroupées de sorte à ce qu'elles soient à peu près similaires pour développer des solutions et des propositions adaptées. Donc c'est l'épave qu'évoquait Lucie tout à l'heure. Donc on en a développé une dizaine. Donc sur déposer et tri, il y avait plein d'idées. Donc là, on les voit qui sont notées. On a listé ces différentes idées qui étaient dans la sphère de dépose et du tri, pour pouvoir après les chiffrer et identifier les coûts associés et les évaluer. C'est ce qui est noté ici. Donc l'étude d'épave, on a pour chacune d'elles identifié quel était le coût, premièrement, et puis quelle était l'acceptabilité sociale, la faisabilité technique, l'impact environnemental. Et tout ça, ça nous permettait de donner une note sur la capacité, pour pouvoir après le prendre en compte dans la comparaison entre les coûts et la faisabilité, oui, la capacité de cette proposition. De toutes ces paves, on a construit des scénarios en fait. Donc telle pave, telle proposition, on va la mettre sur le scénario 1, telle autre, on va la mettre sur le scénario 2, etc. L'idée étant de combiner toutes ces propositions pour répondre à l'ensemble du besoin, l'ensemble du service, avec un coût précis, et de comparer entre la répartition des coûts sur chacune de ces propositions par rapport aux besoins qu'elles couvraient, voir s'il y avait un équilibre. Donc là, c'est le graphique. Telle proposition va coûter, là, je ne sais pas, 45 000 € pour couvrir un besoin qui n'est pas le cœur du projet, mais pour autant qui est nécessaire parce que c'est
l'équilibre. Sans ces besoins, sans cette réponse, sans cette solution, on ne peut pas couvrir le besoin. Et donc ensuite, ces scénarios, donc on les a évalués en fonction de la couverture du besoin brut, en fonction de la couverture du besoin une fois qu'il est pondéré avec le MUSCO et le CANO, en fonction des capacités, donc ce qu'on a vu, la faisabilité technique, l'empreinte carbone, etc., en fonction de l'adéquation avec la stratégie, est-ce que vraiment on est en lien avec ce qu'on attendait, en fonction de la mesure du risque, en fonction de la valeur économique. Donc tout ça, c'est différents éléments qui permettent d'avoir une visualisation, une représentation graphique différente, sachant que l'objectif à chaque fois, c'est d'avoir le plus de valeur. Et encore une fois, la valeur, c'est le besoin sur les ressources. Donc du coup, ces représentations graphiques permettent de nous dire parmi les 6 scénarios qui ont été construits, lequel est le plus pertinent. Et donc, on voit que généralement, en fait, on dit que c'est la courbe qui a la pente, pardon, qui est le plus proche de 1, qui est le plus... Je ne trouve pas mon mot, désolée. La pente la plus forte, merci. Voilà, qui du coup rapporte le plus de valeur, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de besoins qui sont remplis et pour un coût qui est assez faible. Et donc le groupe a fait une préconisation donc, au comité de direction d'avoir un déploiement de cette solution en 2 étapes. Donc en fait, on a regardé les deux courbes qui avaient les plus fortes pentes. Donc la orange, qui était la moins chère, et la bleue, qui était plus chère, mais qui couvrait plus de besoins. Et tout ça, en fait, pour permettre d'avoir un phasage, en fait, sur les solutions à développer. Ce qui a été présenté, ça a été un lancement du projet sur le scénario orange, donc qui était moins coûteux dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, de le compléter avec des solutions additionnelles, donc en l'occurrence avec un surcoût supplémentaire de 35 000 € par rapport aux 50 000 € de départ. Et ça nous permettait d'atteindre 50% des attentes, puisque dans les attentes, on avait été très loin, on n'était pas du tout bridé. On avait pensé par exemple à de la livraison aux locataires, livrer les locataires chez eux, mais du coup, ça revient à des solutions qui sont inimaginables, c'est des besoins qui ne sont pas indispensables, mais néanmoins, ils ne sont pas couverts. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre les besoins qu'on pourrait avoir, identifier les plus importants et les solutions qui sont les plus économiquement viables aussi. Donc là, avec les dates de lancement sur 2022 et 2023, donc on est en 2022. En toute honnêteté, le lancement de projet n'a pas encore été démarré, puisqu'en fait, de mener cette analyse de la valeur, on s'est rendu compte que notre priorité, c'était plutôt d'avoir un outil de gestion des stocks déjà pour les pièces achetées traditionnelles et pas forcément sur les équipements. Et donc, ça nous a permis en tout cas de prendre conscience de ce besoin et de commencer plus sur ce sujet. Et une fois qu'on aurait notre outil de gestion des stocks, on pourra avancer pour aller plus loin sur les secondes vies des outils. Donc voilà, donc si on devait résumer l'étude, donc on a mis 24 heures de formation, donc c'était disséminé sur 3 mois, puisqu'on était à raison d'une demi-journée par semaine, non, sur 2 mois, pardon. On était au total une quinzaine de personnes. Donc entre l'équipe pluridisciplinaire, les participants et puis les locataires qu'on pouvait aller interroger. On a eu plus de 100 besoins répartis en 4 familles, donc plus de 90 idées réparties en 14 PAV, et on a eu 6 scénarios. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières.